Bravo, bravo, fidèle à votre parcours de vie. Mais là, nous allons accueillir aujourd'hui quelqu'un de vraiment qui a déjà fait beaucoup de choses. Alors là, on ne va pas dire que son agenda est plein toujours, mais il a déjà beaucoup fait de choses. Monsieur Daniel Nizas, bonjour, bonsoir. Qu'on lit en créole, en français, en anglais, comme tu veux. Ouais. Alors, bonjour, bonjour Michel, bonjour aussi à tous les auditeurs de Zouk TV. Tout d'abord, je te remercie de m'inviter ici, et puis je crois que parler de sa vie, c'est pas évident, mais je vais essayer de faire le nécessaire. Alors, bien évidemment, une expérience comme ça, où tu vides ton sac, on va dire ça. En gros, tu n'as jamais essayé ça en radio, en télé, ou pas raconter ça pour vous. On ne parle pas ça pour vous. Non, en général, dans la vie, je suis quelqu'un de très discret. D'ailleurs, on me le reproche assez souvent. Et puis, je n'ai pas l'habitude de parler de moi. Et d'ailleurs, je n'aime pas parler de moi. Ah bon, mais c'est bien ça, ouais. Alors aujourd'hui, bon, vu que tu me l'as demandé, je vais faire un effort. Je dis que je vais faire un gros effort et je vais essayer de dévoiler certaines choses. Et puis, on verra ça. Ah ouais. Alors, monsieur Daniel Nizas, le nom Nizas, ça veut dire qui côté ça? Ben, normalement, nous avons... Nizas, ça sort du nord, du sud, pardon, puisque mon grand-père était du Marin. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont... Mon grand-père du Marin, ma grand-mère était de Rivière-Pilote. Ouais. Donc, ils ont conçu mon père. Et mon père, ils sont allés à Fort-de-France. Mon père a rencontré ma mère, qui elle-même était du Carabé et du Prêcheur. Et puis nous avons vécu à Fort-de-France. Donc, je peux dire que je suis un véritable Martiniquais du Nord et du Sud. Ça, c'est beau, mesdames et messieurs. International, comme dirait l'autre. Donc, Marin, la Côte Caraïbe, Rivière-Pilote. Bref, et dans toutes ces communes, tu as des attaches, quoi. De toute façon, en Martinique, on s'en star, quoi. Mais... Oui, de toute manière, on a beaucoup d'attaches au Marin, puisqu'on a la famille. On a aussi de la famille au Robert, puisqu'il y a beaucoup de Nizas qui se trouvent au Verpré. Mais on a aussi des attaches au Carabé, beaucoup au Carabé, puisqu'il faut dire que toute mon enfance, mes petites vacances, les grandes vacances, on les passait au Carabé, puisqu'on a une maison familiale au Carabé. Donc, ça qui veut dire que nous avons côtoyé énormément la Côte Caraïbe. Ouais, la Côte Caraïbe. Alors, en gros, ou c'est le monde de la campagne, ou c'est Jean Bolambé, ma capitale, ou au Bolambé, enfin, tu aimes la mer, quoi. Nous sommes dans les deux. Nous sommes dans les deux, c'est-à-dire que moi, je dis que je me dis citadin, puisque on a beaucoup vécu dans le centre, puisqu'on a vécu à Cheshire, à Fofo. Ouais. Donc, et puis on allait souvent aussi, je dis, à la mer. Et on allait un peu moins souvent, mais quelquefois on allait aussi à la campagne. Et ça qui nous a permis de découvrir cette Martinique pour l'arrière-pays, ça, l'arrière-pays que j'essaie de faire connaître aussi à mes enfants, à mes petits-enfants, leur disant qu'il faut savoir que nous avons une Martinique belle. Il faut pas non plus savoir que c'est mieux ailleurs. Il faut profiter de ce que nous avons actuellement chez nous. Ouais, on va revenir sur la famille. Alors, maman, papa, en bourgeois, tu n'es pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Tu as une famille quand même, on va dire, de conditions modestes, on va dire. Non, moi je pense qu'on était dans une condition modeste parce que ma mère, elle travaillait, on pourrait dire, aux services fiscaux, aux impôts, donc elle était agent. Et c'est pas des gens qui sont bien vus, hein, qu'on se dit qu'on travaille. Ah oui, la perception, ça va à l'époque, c'était... Il y a des gravines touchées quand même, enfin bref. Oui. Et mon père, il travaillait, il était à la CGM, il était pointeur. Et ce qui veut dire que je suis d'une fratrie de 3 enfants, on a eu 3 garçons. Alors, ça évolue aussi qu'on a 3 garçons, nous sommes tous les 3 nés en octobre. Ah! Alors, ce qui veut dire aussi que... t'es réglé, quoi. C'était déjà une certaine rigueur dans la famille. Alors, tu m'as parlé de trois garçons. Alors, bien évidemment, qu'il y a des garçons, des jeux assez... Ou jouer au football monnaie, par exemple, jouer au football dans la rue, ou jouer handball, parce qu'après, on va parler de ta carrière sportive. Non, je n'ai pas... Alors... Tes loisirs, vous avez fait longtemps. Mes loisirs, c'était plutôt... Alors, on avait une mère qui était assez rigide, qui n'aimait pas nous voir dans la rue. Donc, nos loisirs, c'est-à-dire qu'au Plateau-Faux, il y avait un terrain qui s'appelait le terrain Émilien, où maintenant on a mis la cour d'appel à côté. Il y avait un petit terrain là où on a joué au football, mais sans que ma mère ne sache. C'est quand même assez strict. Il y avait aussi des arbres fruitiers qu'on allait. Donc, c'était vraiment notre loisir. Et puis, je pense que véritablement, je suis entré, alors je devais faire de la natation, mais c'était au Carabé, ma mère ne voulait pas, je voulais faire du foot. C'était au Club Colonial, mais il y avait plein de papiers, elle a dit non, que c'était trop compliqué.
Et puis je me suis retrouvé à 16 ans à faire du basket, du hand et puis de tout. Parce Mais que oui, c'était à un moment donné, on pouvait maintenant se libérer. Bon, tu as parlé d'un élément très, très, très important. Est-ce que tu es capable de créer en famille, dans la maison même? Non. Ah bon? Non. C'est-à-dire que les parents pourraient nous parler créole, mais nous, on ne parlait pas créole. Tu ne t'adresses pas à une grande personne en créole, ouais. C'était déjà c'était strict. C'était assez strict. D'ailleurs, dans le temps, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pouvaient parler créole avec nos camarades. Et même avec mes camarades, j'avais des difficultés puisqu'on m'avait donné alors, il y a certains camarades qui me le reprochaient tout le temps. C'est nos sans bourgeois et Daniel Benoît. Mais c'était pas évident pour nous de pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, on ne s'exprimait pas. On pouvait dire 2 petits mots, mais tenir une conversation. Tu ne t'adressais pas, par exemple, à ta mère en créole? Non. Ah non, jamais. C'était interdit. C'était même pas interdit, c'était même pas pensable. C'était même pas pensable. Non, c'est parce que maintenant, il y a une comparaison, le créole, etc. Des valeurs. Donc, tu as reçu quand même une éducation assez stricte, on va dire, pas des personnes à rien qui taillent, maman ou et puis en cahier, bizarre, leur bon ça, toujours. Non, mais on n'allait même pas entrer à la maison avec. Comment être prêt par exemple, non, on n'allait même pas entrer de la maison avec. Leur bon ça? Non, parce que c'était impensable. On ne pouvait pas avoir quelque chose de quelqu'un qui vient de la maison, non. Parce que il faut se dire que nous avons été élevés au départ d'un quartier assez populaire qui était derrière l'église de Saint-Christophe. Non, mais tu parles de Petit Paradis, et excuse-moi, Daniel, c'était plus... non, avant Petit Paradis, on était à Saint-Christophe. Parce que Petit Paradis, c'était quand même un petit peu gratiné. Non, on était à Plateau-Fofo. Plateau-Fofo, c'est plus bas. Petit Paradis. Mais le tabac c'est plus bas. Mais je crois que les parents étaient très à cheval sur des principes et les principes d'éducation. Notre petite classe, tu fais tout ça où? Alors, j'ai fait une petite classe à Sainte-Thérèse. J'ai fait les classes primaires. Alors, j'ai fait mes classes, une classe maternelle au Temple adventiste, justement à Sainte-Thérèse, là, près de Dillon. Après, je suis allé faire mes classes primaires à Sainte-Thérèse. Et ensuite, j'ai fait le CEG de Sainte-Thérèse, j'ai fait 6e et 5e. Et en 4e, je suis allé au lycée Chelcher, puisque dans le temps, on entrait au lycée Chelcher en 4e. Voilà. Donc, quelqu'un qui a le sens du contact, qui a joué, etc. Les valeurs, tu m'as dit quelque chose de très, très, très important. C'est spiritualité. Est-ce que, côté religion, est-ce que tu es croyant? Très croyants. C'est-à-dire que là aussi, nous sommes des croyants. C'est-à-dire qu'on avait aussi une famille de croyants. Nous sommes nés d'une famille de croyants. Et jusqu'à maintenant, je crois que ma mère était malade pendant un certain moment. C'est nous qui l'emmenons. Je l'emmène à la messe tous les dimanches. Et jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas, bien entendu, y aller. Et j'ai continué à aller à la messe. Je vais à la messe ce dimanche et je crois... Et nous avons aussi les frères, nous sommes tous les deux, nous trois très croyants parce que nous avons eu cette éducation depuis notre jeunesse. Tu m'as parlé de ta scolarité, on a dit un peu partout, Sainte-Thérèse, etc. Tu arrives au lycée Chelcher. Quand tu es arrivé au lycée Chelcher, pas une impression de complexe pour arriver, considérer que c'est l'élite à présent, le lycée Chelcher, en livrant les sarlettes. Tu n'avais pas... Tu n'étais pas complexé par rapport aux autres? Oui, il y avait un complexe. Il y avait un complexe parce qu'au lycée Chelcher, je ne me suis jamais senti à l'aise dans le lycée Chelcher puisque je suis arrivé très tôt. J'étais très très jeune, donc je me suis retrouvé avec des gars qui avaient déjà une certaine vie de l'extérieur qu'on ne connaissait pas parce que, je l'ai dit au départ, nos parents, on était dans une sorte de vie intérieure, on ne fréquentait pas l'extérieur, donc c'était fermé. Et je me suis retrouvé très mal à l'aise. C'est pour ça qu'au bout de 2 ans au lycée Chelcher, je suis parti au lycée technique. Parce que je pense que c'était pour moi la meilleure solution de me retrouver avec des camarades et des gens aussi qui avaient peut-être des valeurs que je partageais. Alors, on va revenir justement sur ce volet-là, très 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 important. Donc, au lycée Chelcher, tu as 2 filières, les classiques en A, les modernes en C. Et tu me parles de lycée technique. Au lycée technique, il y avait la carrière B. Économie. Non. Oui, j'avais demandé économie, mais on m'a envoyé en gestion. Que je n'ai pas regretté parce que ça m'a permis d'arriver dans une classe de gestion et nous avons fait beaucoup de secrétariat de comptabilité et ensuite je suis parti faire un DUT de gestion et j'ai fait gestion du personnel. Alors, gestion du personnel, c'était intéressant parce que là, ça nous permettait, on était plus dans l'approche de la connaissance de l'individu puisque
C'était dans le temps, hein, parce qu'on met en gestion des ressources humaines, mais avant c'était gestion du personnel, c'est-à-dire il fallait que qu'on connaisse exactement celui qui est en face de nous pour savoir si on pourrait lui donner un poste ou pas. Là, c'est les relations humaines dans le sens de l'entretien, par exemple, on peut dire ça comme ça. C'est très, très, très... Maintenant, il y a des gens qui se forment. Donc, finalement, je t'ai connu dans l'éducation nationale, mais avant, tu as exercé ailleurs, dans les entreprises, dans l'administration. J'ai terminé mes études en 79. J'ai fait mon service militaire en Martinique en 79-80. En 80, en octobre 80, je suis entré dans l'éducation. Je suis entré directement dans le bain de l'éducation nationale. Et j'ai été PLP, hein, tout d'abord au lycée de Dillon. Ensuite, je me suis retrouvé à parcours un peu et lycée Chercheur. Après, je suis allé à Saint-Pierre. Et puis, je me suis retrouvé à Batelière où j'ai fait 17 ans. Comme enseignant, j'ai vu pas mal d'élèves. Et après Batelière, on a fait mon poste. Je me suis retrouvé au LP Cluny, maintenant à l'ICAIR, où j'ai fait quelques années. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé. D'un jour, je suis arrivé nous étions à Pâques. Le proviseur étant malade, on m'a appelé du rectorat me disant que le proviseur est malade. Et j'ai toutes les capacités de tenir l'établissement, donc je suis arrivé à être proviseur adjoint et par intérim, hein, sans couffetterie, et puis je me suis retrouvé dans cette place. Ouais, tu t'estimes quand même assez, on va pas dire chanceux, mais tu as bénéficié de circonstances, on va dire, favorables. Oui, j'ai bénéficié de circonstances favorables, mais je crois aussi que j'étais syndicaliste, hein, je menais beaucoup donc j'avais un certain charisme au niveau des collègues, parce que pendant toute ma carrière, depuis que je suis entré dans l'éducation nationale, je suis entré dans un syndicat. Et j'ai toujours suivi, bien entendu, les démarches du syndicat. Et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup servi dans ma vie, et par la suite, surtout ma vie professionnelle. Alors, tu m'as parlé de tout ça. Est-ce que tu as voyagé lorsque tu étais beaucoup plus jeune? Est-ce que tu es sorti du pays, etc. Souvent, moi, j'aime le voyage. Moi, j'ai fait les îles, hein. Toute la Caraïbe, pas toute la Caraïbe, mais j'ai fait des îles assez importantes, Trinidad, Barbade. Cuba. Cuba, non, parce que justement, c'est mon plus gros regret, j'ai pas encore fait Cuba, mais je pense que là, j'ai le temps de pouvoir le faire. Porto Rico, etc. Et puis en Europe. Alors en Europe, je suis allé en Allemagne, je suis allé un peu Espagne, Italie, Sochi, en Russie, tout. Donc je pense que ça aussi, ça peut ouvrir l'esprit. Et dernièrement, pour me payer mes vacances de retraite, je suis parti en Afrique et au Sénégal. Et je pense que là aussi, c'était un parcours assez intéressant de revenir un peu dans un pays où que tout le monde décriait, que je trouve que c'est un pays en voie de développement. Oui, mais justement, on va rester là-dessus, parce que moi, j'ai même pas besoin de faire de schéma. C'est toi qui m'oriente vers ce... On parle de l'Afrique, l'africanisme, tout le monde africain, présent, Maman Afrique, bref, etc. Et en Martinique, bien évidemment, la tendance est très, très, très prononcée. Donc, tu as quand même une connaissance en matière d'histoire coloniale. Si. Ça t'a intéressé? Connaître tes origines, le parcours. Alors là, aujourd'hui, mes origines, je vais m'y pencher véritablement, parce que j'ai mon frère qui a fait déjà... Il avait fait un arbre. La recherche patronymique, vous savez là. On n'est pas arrivé à terme, mais moi je vais maintenant me pencher, puisque j'ai déjà vu une collègue, que je lui ai demandé, parce qu'il y a la MGN, ils ont... Non, tu as des cellules, ils ont avec l'informatique, c'est l'intelligence artificielle, on monte à très loin. Donc on va s'y pencher là, parce que je pense qu'il est toujours intéressant de savoir d'où on vient, et ça nous permet de savoir aussi où on va. De savoir où on vient, d'où on va, et puis tu m'as dit que tu as des enfants, aussi de transmettre tout ça Oui, mais alors les enfants, vous savez... ils s'en foutent, quoi. Les enfants, en général, aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est, ils ont maman, papa, et puis maintenant, c'est nous qui devons les pousser pour leur dire, voilà, qu'il y a maman, papa, mais il y a aussi tes arrières, d'où tu viens. Ils auront des enfants, c'est une génération. Oui. Donc, nous, on est en train de faire... Je fais ce travail avec eux pour leur dire un peu que vous savez que c'est très beau de sortir, mais il faut s'intéresser aussi à ce que vous avez, et aussi à votre parcours, bientôt, va dépendre de ce que vos enfants deviendront. Ouais. Un homme qui, quand même, s'épanouit, etc. Et puis, tu as le chant des sirènes. Est-ce que tu as été sollicité, par exemple, pour faire de la politique?
Je vais dire honnêtement que certains camarades, j'ai beaucoup de camarades qui sont en politique. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de maires on a fait l'école ensemble, mais tout le monde sait que je suis avant tout dans le sport. J'ai toujours œuvré dans le sport depuis très jeune. J'ai œuvré pour pas mal de choses dans le sport et je vais continuer parce que je me dis que je fais de la politique sportive. Oui, mais c'est quand même. Je te parle de politique, Non, mais les gens les dirigeants, les gens qui mènent la cité. Ça Non, t'intéresse pas tellement. non. Tu n'aimes Ça- pas les responsabilités alors? Non, parce que je pense que il faut qu'on ait des gens dans chaque domaine. Il y a des gens qui sont peut-être doués pour cette politique politicienne, et puis il y a des gens qu'on a besoin pour cette politique sportive. Et parce qu'il faut se dire que lorsqu'on est dans le sport, on est un bénévole. On est un bénévole pur. Ouais, le bénévolat. Ouais. Et je suis un bénévole. Moi, je me décris comme un bénévole, un vrai bénévole. C'est-à-dire que depuis mon plus jeune âge, j'ai œuvré pour le sport. Quand je suis parti en métropole, j'étais au Havre. On avait le Havre et Rouen, on avait 2 universités. J'ai été désigné par mes pairs, hein, c'était des métropolitains, pour représenter le Havre au niveau de l'université de Rouen. Donc tu avais cette vocation-là, c'est vous qui avez senti. Oui. Tu es un homme de contact, quoi, ou pas? Oui, Ouais. ils m'ont dit que de toute manière, c'est toi qui dois nous représenter à Rouen. Et j'allais dans des réunions à Rouen pour aller représenter le sport. Donc, je crois que depuis très jeune, j'ai cette vocation et je ne vais pas me lancer. Alors, certains me disent, oui, mais si tu fais, j'ai dit non, c'est la politique. Mais c'est tu es un autre meneur chose. d'hommes, enfin, c'est en politique, c'est ça. Plus on meneur voix, bah moi, c'est plus mon là et pour. Non, mais ça t'a pas intéressé? Non, Ouais. jamais. Ça m'a jamais intéressé. Jusqu'à maintenant, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que je me contente de dire que je laisse aux politiques leur domaine. Moi, je suis dans un domaine qui... Et puis, il faut dire aussi que je suis dans une certaine loyauté avec des gens. Je ne peux pas... Tu n'aimes pas bluffer, mentir Je ne aux peux pas gens. bluffer. Je ne peux pas dire à une personne ce que je ne peux pas faire. Si je ne peux pas le faire, je dis que je ne peux pas le faire. Ça me fait des ennemis. Je vous dis non. Et les gens ne comprennent pas qu'on puisse leur dire que c'est pas possible. Moi, si aujourd'hui je suis au sport, hein, on m'a donné bien entendu une subvention pour faire telle chose, je ne vais pas déroger pour dire que non, cette subvention m'a donné, c'est pas mon argent, c'est l'argent de l'État qu'on m'a donné pour distribuer, pour faire des choses pour les Tu jeunes. n'es pas là pour tirer profit de quoi Non. que ce soit. Ouais. On ne peut pas tirer d'autre manière pour ce qu'on reçoit. Pour tirer profit, il faut vraiment ne pas faire bénéficier des jeunes. Ou bien bénéficier le sport. On va parler justement de ce volet-là, puisque je sais quand même que ça, c'est très important dans ta vie, le sport. Tu as le sport amateur, tu as le sport professionnel, tu as l'engagement du sens, au niveau du sens associatif, tu aimes bien, etc., donner des coups de main. Tu as ton fils à la télé qui regarde Mbappé qui touche 4 millions par mois, ouais, comme ça, tu te dis, mais... Alors justement, est-ce que tu penses qu'en Martinique, nous avons une jeunesse qui est déjà prête pour le côté professionnel? Non. Pourquoi? Mais il y en a qui réussissent quand même. Il faut savoir qu'il y a 2 choses. Hein. Nous sommes dans un pays où le sport amateur est roi. Aujourd'hui, si un jeune me dit qu'il veut devenir professionnel, je lui dis, je te donne toutes les bases pour partir, pour être professionnel. Tu ne peux pas être professionnel en Martinique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faut savoir que le sport professionnel est très, très dur. Donc, avant de faire partir un jeune pour le sport, il faut le préparer mentalement. Parce que beaucoup de jeunes qui sont doués, hein, on les voit, qui sont très doués en Martinique, ils partent et puis ils échouent, ils reviennent. Ils se disent que oui, parce qu'ils ne sont pas prêts. Nous avions un exemple concret, c'était de ma génération. Je vois Gérard Janvion, qui était l'un des plus doués de sa L'équipe génération. de France. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Gérard Janvion, quand il jouait à Casse-Pilote, il était avant-centre. Ouais, c'est un, C'était un avant-centre buteur. buteur en plus. Quand il arrive à Saint-Étienne, on l'a mis arrière. Il était arrière de l'équipe. Il était arrière toute sa vie. Et c'est le garçon, il n'a jamais rouspété. Il s'est dit que c'est là qu'on m'a mis, comme je veux être professionnel, il est resté là. Aujourd'hui, nos jeunes, ils vont partir. On va leur dire, bon, voilà où je vais te mettre. Ils vont dire, non, moi, c'est ça que je veux faire. Parce qu'ils sont pas prêts, ils n'ont pas encore vu que c'est pas eux qui décident. C'est le cadre, c'est l'entraîneur qui va décider que c'est là que tu vas jouer. Ouais. Et c'est là que je dis qu'il faut qu'on formate, qu'on forge nos jeunes pour leur dire que si tu veux être professionnel,
Il faut t'adapter. Ce n'est pas les autres qui vont s'adapter à toi, c'est toi qui dois t'adapter à un système. Non, mais quand j'ai vu l'exemple d'Mbappé, c'est que dans l'esprit du jeune qui va faire du sport professionnel, il a déjà l'optique du végétarien. C'est toujours comme ça. Hein, mais on est déjà des végétariens. C'est lui qui Kevin De Bruyne, il voit l'homme qui a fait 200 000 billes, il se voit déjà aux hautes sphères. Quoi, mais le gros problème de nos jeunes, c'est que quand ils sont en Martinique, ils se prennent pour de grandes vedettes. Et quand ils arrivent en France, et on les remet à leur place. On les remet à leur place. Et alors, s'ils sont costauds, ils vont pouvoir rebondir. S'ils ne sont pas costauds, ils vont abandonner, ils vont partir parce qu'ils se disent, mais comment qu'un gars comme moi, qui était dans le stade de Saint-Pierre, machin, et puis maintenant, là, les gars me disent que je vais être remplaçant. Le gars ne va pas accepter. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que il faut préparer nos jeunes, il faut les préparer pour se dire que tu vas prendre des claques. Tu ne seras pas la vedette du... C'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. Alors, on va être dans le soir, je sais que tu aimes bien, il y a des ministres qui défilent, on leur parle des infrastructures sportives, etc. Est-ce que tu penses que là, on prend en compte toutes ces réalités-là? Parce que infrastructures sportives en Martinique, on peut en parler des siècles et des siècles. On prend aucunement en compte. Moi, je me rappelle, j'étais président de la Ligue, il y a un ministre qui est venu ici, chargé avec qui c'était Sarkozy. Il est arrivé, Sarkozy allait partir, et puis nous a dit qu'il va refaire le gymnase du COS. Il va donner l'argent pour refaire le gymnase du Gros Monde. Il faisait tous les gymnases du monde. Et je leur ai dit que c'est pas vrai. Le gars est venu nous bluffer. D'ailleurs, Sarkozy n'est pas passé, mais les gymnases sont fermés jusqu'à maintenant. Il faut qu'on arrête de prendre les gens pour se dire, bon, on vient ici faire de la politique politicienne, c'est-à-dire dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais on ne leur dit pas exactement ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on a plein de gymnases qui sont fermés à Martinique. Il y a plein de gymnases qui sont fermés. Tous les politiques vont passer, vont nous dire, vont aider. Mais on sait pertinemment que les municipalités sont en grosse difficulté. On sait aussi que la collectivité ne peut pas aussi intervenir dans les gymnases, mais on n'a rien fait. Et aujourd'hui, le sport, on en a besoin. Le sport, on en a besoin, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ça que je dis que, oui, on entend beaucoup, hein, je vous disais tout à l'heure, qu'en politique, on va entendre des gens qui vont venir tous les jours, ils vont vous dire, oui, de toute manière, ne vous en faites pas, vous aurez les subventions, on va faire tout. Ouais. Mais il y a des dossiers à faire, mais ils ne disent pas exactement qu'il faudrait faire le dossier pour qu'on puisse vous aider à faire. Oui, je vais prendre un exemple d'un ami avec qui, des fois, je travaille souvent. Tu as des gens quand même avec le vecteur du sport, ils arrivent à organiser des choses intéressantes. Il y a un gars comme il s'appelle José Edon, mon ami, qui organise des choses, mais vraiment c'est... Alors là, tu vois quand même qu'il y a un engouement, qu'il y a des gens qui sont prêts à donner de leur personne pour faire évoluer tout ça. Même des anciennes gloires, hein, des gens qu'on a oubliés, on les remet en selle. Ouais. Il y a un distinguo entre les deux. Il y a celui qui va organiser des choses autour du sport. Oui. Pour des anciennes gloires. Des événements sportifs. Et puis il y a aussi le jeune qui a besoin de terrain, d'infrastructures pour faire du sport. C'est deux choses différentes. Moi, je vais organiser un événement sportif, je vais demander à une municipalité, à un lieu de me prêter le terrain pour organiser quelque chose. Ça va aller. C'est ponctuel, ouais. C'est ponctuel. Mais maintenant, je parle de jeunes, parce que nous avons beaucoup de militants. Il ne faut pas croire en Martinique qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans le sport, mais qui sont découragées, parce qu'à un moment donné, ils se disent que on n'a pas les moyens, on ne donne pas les moyens d'eux. Et la Martinique est très fragilisée par le sport parce que très souvent, les structures sportives, c'est-à-dire une équipe, repose sur un individu ou deux. L'individu disparaît, l'équipe disparaît. L'individu décide aujourd'hui, il part, et c'est fini. Alors, c'est pour ça qu'on se dit qu'il faut structurer, apprendre à ces personnes à structurer une équipe, à structurer un club. S'il n'y a pas de structure, on est mort. Parce que vous allez voir, lorsque vous avez appelé quelqu'un, il est président, trésorier, secrétaire, entraîneur, tout. Et parfois, même le dimanche, il prend sa voiture pour aller chercher des joueurs pour les ramener, parce que c'est ça. Mais il faut qu'on arrête. Il faut maintenant qu'on puisse se dire à ce gars-là, arrête. Il faut t'entourer, il faut t'encadrer, parce qu'au bout de quelques temps, tu vas t'épuiser. Tu vas partir et puis on n'aura rien et puis le club va mourir. Et puis parfois d'un petit quartier où il y avait une animation, il n'y aura plus d'animation et c'est fini. Et ça se passe très très souvent. Moi je peux vous dire qu'en Martinique, au Lamentin simplement, en Fort-de-France, on avait au moins au Lamentin, on avait nombre de clubs sportifs qu'il y avait, 14 clubs de handball. Dans toutes les disciplines. Donc aujourd'hui, quand je regarde, il doit y avoir 4 ou 5.
les autres dans les quartiers du Lamentin, ça a disparu parce que celui qui s'en occupait, il est parti, ou bien il est mort, ou bien il a décidé qu'il arrête. Et maintenant, personne n'a pris le relais. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse bien attention à structurer. Moi, je parle maintenant de structuration des clubs sportifs et qu'on verra ce que ça donne. Oui, mais par exemple, pour revenir sur le handball, parce que c'est un spécialiste du handball, tu as par exemple un quartier comme Gaudissart. Je ne sais pas si tu vois l'ascension d'un quartier populaire, un mot en Gaudissart. Et j'ai parlé avec Pierrot Lavater, je ne sais pas si tu l'as connu, etc. Et Morbéris et tous ces mots Robert, tous ces gars là. Mais ça prend, hein, dans les quartiers peut-être populaires. C'est un esprit de clocher, quoi, tu vois. Le handball a été développé dans des quartiers. Hein. Il faut se dire que M. Nelzi, c'était le CTR, il avait pris son bâton. C'était pas un handballeur, hein. C'était un athlète. Je me rappelle, entraîneur de l'intérieur-place. Il a été nommé CTR, et il a pris son bâton de Palerme, et puis là, dans tous les quartiers, il est allé à Basse-Pointe, dans les quartiers de Basse-Pointe partout, pour créer des clubs. Et c'est lui qui a mis en place des clubs. Et si on regarde bien, le handball se développe dans des quartiers, dans les clubs champions. Les clubs champions de Martinique, ce sont des clubs de quartier. Alors, à part le Gros Monde, on a le Gros Monde maintenant, le Robert, machin, mais on avait avant, c'était Mout, le Golden Star, on avait Gaudissart, avec l'Étoile Espoir de Florial, on a eu un quartier comme l'Étoile de Gondo. L'Étoile de Gondo. Avant, où les gens avaient peur d'aller à Gondo. Parce que maintenant, les gens, Gondo, c'est devenu un véritable quartier comme Citron, où les gens respectent. Et on a aussi Bande des S qui est sorti. C'était un quartier où les gens avaient peur d'aller parce qu'on se disait qu'il faut sentir Rome coûte là. Et puis, Bande des S est sorti de ça parce qu'il y avait ce quartier-là, par le sport, ils sont arrivés à s'en sortir. C'est pour ça que je dis mais il y avait beaucoup de quartiers où il y avait le hand et puis qui ont disparu parce que la personne s'en occupait, eh bien, elle est partie. Oui, mais Daniel, excuse-moi de te dire, mais tu as la personne qui s'en occupe, mais tu as le réflexe du parent. Et attends, écoute bien. Mon fils fait du football, comme ça, c'est bien. Donc, au cas déposer, tiens, là, le dimanche matin, un coach sportif qui est censé entraîner, il y a un cadet, etc. Mais est-ce que c'est pas un manière pour débarrasser qu'on dit, tiens, là, c'est ça, je voulais pas le dire, mais j'ai eu ça. Moi, j'étais. Tu connais ce problème-là? J'ai été à Saint-Joseph, hein, qui se développe avec le sport basket, handball, football. Moi, j'étais au hand. Eh bien, le mercredi après-midi, on avait une 50aine de jeunes le mercredi après-midi sur le terrain. On n'avait même pas assez de terrain pour entraîner tous les jeunes, moins de 14 mois. Et puis le dimanche matin, pour faire une équipe, et c'était difficile. Ils étaient 5-6. Alors que pendant le mercredi, c'était une vingtaine. Mais pourquoi? Parce que le parent vous dit que c'est pas à lui de déposer l'enfant, hein. Elle vient chercher. Ah non, il n'a pas. Madame n'a pas fait déposer, enfin, papa, maman ou papa. Non, c'est dimanche matin. Et c'est pour ça qu'on a changé la donne, un moment. On s'est dit, bon, ben, on va mettre les matchs le samedi après-midi. Alors, au grand dame de certains, parce que le samedi après-midi, parce qu'on se dit que si le papa va au football, il va déposer son enfant. Si la dame va chez le coiffeur, elle va déposer. Donc, ça, on a essayé de trouver une sorte de consensus, quoi. Un consensus pour permettre, bien entendu, à ces jeunes de pouvoir faire le sport. Parce que le gamin, quand il habite dans les quartiers, reculé, puis là, le parent lui dit non, que dimanche matin, j'ai ma sieste, moi, il fait zouk, moi, là, on comprend c'est moi. Donc, j'ai des difficultés. Parce que je dis tout le temps aux gens qu'en Martinique, on a beaucoup de gens qui font du sport, mais on n'a pas de sportifs. On a beaucoup de gens qui font du sport, on n'a pas de sportifs. Moi, j'ai vu, hein, parce que j'étais dans des associations en métropole, quand je voyais, s'il y a un enfant, il allait faire un sport à 200 km, c'est la famille qui prenait le pique-nique et qui accompagnait le gamin à 200 km pour aller faire le sport. Ici, non. Le gamin, il habite, admettons, à Fort-de-France, il va jouer au Lamentin. Le parent va vous dire que c'est trop loin pour l'emmener. Hein. Donc, cherchez un moyen pour déposer. Et quand on sait les difficultés que les clubs ont déjà, parce que le club ne peut pas tout le temps se payer un transport, donc, le club te dit, bon, on va faire forfait, bon, on va essayer de trouver 2-3 personnes qui vont venir. Mais maintenant, ça commence à changer. Moi, je dis que ça commence à changer parce qu'il y a des parents maintenant qui s'investissent. Alors, peut-être on n'a pas beaucoup, mais on peut trouver 4 parents
qui vont s'investir à côté du coach pour lui dire, bon, monsieur, on va vous accompagner pour emmener les jeunes. Donc, peut-être qu'on a 4 voitures, si on a une douzaine de gamins. Bon, on fait du covoiturage, quoi. On fait du covoiturage. Voilà. Alors là, on arrive, on a déjà dépassé le milieu de l'émission, mais on a choisi comme musique, c'est toi qui as choisi d'ailleurs, Colobarst. Manuela, quand tu peux, on va balancer la musique, le clip de Colobarst. C'est parti. Bon, nous allons jouer l'histoire Martinique, nous allons jouer l'histoire pays nous, l'histoire des Antilles. Écoutez ça qui passait, c'était en février 1974. C'était en février 1974. À dans Chanzanana, tout près commune Basse-Point, à Soubitation Chalvé, des bétiers ni Boutaillot. Ouvriers agricoles, t'es qu'à manifester, ouvriers t'es augmenté, les journées bananas, malheureux bien organisés, t'es qu'à revendiquer, déjà 3 jours de qualité, négociation bloquée, n'est dit, ça peut pas durer, faut y'en y ça y'olé. Ça y mérité, jusqu'alité sans arrêter. L'esprit t'est qu'à chauffer, mouvement qu'à battre tout vent. Peuple n'y doit crier, l'envie bailli chaud manger. Vérité peut-être tête colon, qui préférait rester serré. Et puis yo négocier, yo crié policier. Policier qui fait tes pinègues, quand il est avant aller. Alors vous remplacez, yo voyez mitraillette, mitraillette qui paniquait. Acceptez mission, hein. Pinègue t'es qu'avancé, puis balle réel qu'à tirer. Ouvrier pas courir serré, balle réel continue à tirer. Des camarades tombés, il manie et puis Marie-Louise. Il manie, tombé chalvé. Marie-Louise tombée après. C'était en février 74. Marie-Louise tombée Lorrain. Yo mené il la capote. C'était en février 74. Maman, écoutez ça qui passait. Février 74, yo joué n'est qu'à chercher manger. Pour manger. Février 74, yo pas foué la dignité des ouvriers. Yo tiré à sonner qu'à chercher manger. Songez par oublier, raconter Ichou. Tio, ça qui passe en 74. Songez
février 74. Ça peut être froid. Voilà, Colobars devant des milliers de personnes. Alors là, justement, ce texte-là, février 74, est-ce que tu es sensible à cette réalité martiniquaise où souvent il y a eu des injustices, quoi, des gens sont morts comme ça? Mais je ne suis pas sensible seulement à février 74, je suis sensible à toutes les injustices. Ouais. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, depuis que on a un peu compris l'histoire de la Martinique, je crois que la Martinique, c'est un pays d'injustice. Et j'en veux pour preuve aujourd'hui le problème des terres, que nous subissons, que nous voyons et que personne ne peut comprendre parce qu'il y a des vérités, des contre-vérités, le peuple est au milieu. Et lorsqu'on entend parler tout un chacun, on se dit que est-ce que notre famille n'a pas été victime, ne soit pas victime aussi? Parce que je pense que tout un chacun maintenant commence à craindre en voyant ce qui se passe. Ah ouais. Parce que la Martinique, c'est une île. Tout chacun se côtoie, se parle, mais on voit aussi qu'il ne faut pas se dire que si arrive à une famille, ça ne peut pas arriver à notre famille. Oui, là, on va soulever un truc là, mais c'est toi, tu prends position ou pas. J'étais aux Salines dernièrement, enfin, cette semaine même. Je te dis carrément, les Salines, c'est blanc. C'est-à-dire que tu vois, quand Césaire a parlé de génocide, on dirait que ça fait un moment que ça en marche, là, parce que je te dis, quand tu es à la pointe là aux Salines, alors... Tu me donnes ton regard sur ça et puis nous pas qu'à insister. Ouais. Non, je dis qu'on se trompe. On nous trompe. C'est-à-dire que tout le monde voit les Salines, on voit Trois-Îlets, on parle des Azarlais, on se dit... Diamant, mais c'est pas vrai. C'est pas uniquement... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mets tout un chacun au défi d'aller dans les hauteurs de Basse-Pointe, dans les hauteurs de Sainte-Marie, dans les hauteurs de Carbet, dans les hauteurs de Bellefontaine et de voir ce qui se passe. C'est pas uniquement au sud. C'est dans toute la Martinique qu'on est envahi et que nos terres sont spoliées. Donc, il ne faut pas croire que lorsqu'on on se dit on va au Sahel, non, c'est pas vrai. Moi, je dis qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont installées dans les hauteurs de la Martinique et personne ne sait. C'est tout ce que je peux dire. Oui. Alors, bien évidemment, vous êtes au courant. Mais par exemple, la violence dans la rue, la violence en général, est-ce que tu penses que toute cette pesanteur-là, ça peut induire un phénomène de violence, une révolte quoi, de la jeunesse qui ne se retrouve pas dans ça, quoi. Non, mais Je t'ai pas dit que tu cautionnes ça, non. Non. Non, mais la violence des jeunes, c'est pas uniquement Martinique, c'est dans le monde. C'est-à-dire que les jeunes se sentent dans une certaine injustice. Et puis aussi, je pense qu'il y a un problème de génération. Les jeunes se sentent incompris des générations avant eux, donc ils se disent qu'ils ont envie de faire des choses, et à la limite qu'on leur empêche. Donc, les jeunes maintenant, ils vous disent que ce que nous acceptions de nos parents, de la société, le jeune ne va pas l'accepter. Et c'est ce qui engendre de la violence. Le jeune n'a pas envie de travailler comme nous on travaille. C'est-à-dire que nous, on pourrait faire 40 heures, 50 heures de travail. Le jeune vous dit maintenant, s'il a envie de faire 7 heures de travail, il faut le faire 7 heures de travail, il faut le payer. Et il a besoin de son argent. Même le bénévolat, en fait, tu as bien placé pour savoir. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans un principe de révolte d'une jeunesse. Et cette jeunesse se révolte, comment? Eh bien, elle va attaquer tout le monde, parce que il y a une certaine révolte en eux. Et c'est ça qui se passe. Moi, je dis que je ne vais même pas. Alors, certains se disent en Martinique, c'est violent. Je dis non, quand on regarde, c'est partout, c'est violent. Mais cette violence-là se ressent un peu plus chez nous, parce que nous sommes sur un territoire, et on voit ça... Il y a une histoire. Il y a une histoire, alors on va mettre ça sur blanc, noir, c'est pas vrai. Moi, je dis que les jeunes sont violents entre eux. Hein. Les jeunes sont violents entre eux dès la maternelle, hein. Dès les primaires, ils sont violents entre eux. Donc, faut pas croire qu'ils sont violents à 17 ans, 18 ans, c'est pas vrai. Et si je regarde bien, on regarde les statistiques. D'ailleurs, hier, j'entendais une émission, on se disait que est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un conseil de discipline dans les écoles primaires? Ça veut dire qu'on va encore beaucoup plus loin, se disant qu'il y a une certaine violence qui est dégagée dans l'école primaire qu'on ne voyait pas. En école primaire, avant, on parlait à un jeune. Il se taisait, il se disait, bon d'accord, machin, maintenant il va répondre. Oui, peut-être une petite... Enfin là, on va peut-être aller même dans la métaphysique. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on a changé d'air? Tu sais que l'histoire est divisée en grande partie les airs, et que là, c'est d'autres valeurs, un autre fonctionnement, une intelligence artificielle. Maintenant, par exemple, on ne t'apprend pas le sens des opérations, la calcul. Alors... Mais j'ai pas une impression, c'est qu'on a changé d'air. Le gamin n'a plus besoin d'apprendre puisqu'il a sa calculatrice. À 4 ans, un gamin a une calculatrice. On va lui demander 2 plus 2, il va regarder, tac, 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 il vous dit voilà.
Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que nous étions dans l'ère de Molière, de Corneille, classique, il fallait étudier nos classiques, tout. Le gars vous dit Molière, il n'a rien à faire de Molière. Donc on a 2 ou 3 individus qui vont s'arrêter là-dessus, mais la plupart, ils vont se dire maintenant, et on vient presque dans le système américain, maintenant si tu veux être plombier, eh bien, tu vas apprendre à être plombier, tu n'as pas besoin d'apprendre les classiques, tu vas être ça. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de rendre les gens... De cloisonner des choses. Et les gens vont devenir des spécialistes de certaines choses. Et c'est ça qu'on fait. Voilà. Alors là, on va parler d'un gros morceau de ta carrière dans l'enseignement. Ton premier poste, tu as été affecté où et en tant que quoi? Alors, mon premier poste, c'est... j'étais au service militaire. Voilà, j'étais au service militaire. Puis le rectorat se trouvait sur la route de Dizier. Et je suis allé les voir, je leur ai dit que ça m'intéressait. Alors la dame, elle me prend mon papier, puis elle m'a dit, monsieur, vous savez que si vous voulez, il y a un poste qui va se libérer le 24 octobre. En octobre, à la fin du mois d'octobre. Quoi, comme maître auxiliaire? Maître auxiliaire. J'ai dit d'accord, et je devais quitter l'armée le 15 novembre. Le 15 novembre, et je vais voir le capitaine, je lui ai dit, bon, monsieur le capitaine, voilà que... On m'a dit qu'on va me donner un poste. Mais je sens, il m'a dit, ah bon, Nisa, à l'armée, j'étais secrétaire du capitaine. Il m'a dit, Nisa, si c'est ça, on te libère. D'accord. Il t'a libéré avant l'heure? Il m'a fait faire mes papiers, on m'a libéré. C'est comme Ouattara des Gammo, là. La classe des Gammo. On m'a libéré le 24 octobre. Et tu arrives dans quel établissement, là? J'arrive, et le 24 octobre, je suis libéré, mais moi, je dis que je suis libéré, mais moi, je n'ai pas de poste. Je suis là, j'ai dit, bon Dieu, on m'a libéré, puis le 27... Non, on savait la rentrée, le 27, je reçois un télégramme, et on me dit que vous êtes affecté à Dillon. Le 28, c'est un mercredi, je suis rentré, j'ai fait mon premier poste, c'était au LP Dillon, où j'ai commencé comme professeur de comptabilité dans le lycée de Dillon. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière d'éducation nationale. Ouais, mais c'était M. Donatien à l'époque? Non, c'était Madame Ampigny. Madame Ampigny. Donc tu as commencé... Non, mais c'est quand même un concours de circonstances. Au Parlement, quelqu'un tout... On s'en bouge chassé quand même. Oui, je ne sais pas, mais j'ai commencé et j'ai fait plusieurs lycées professionnels. Et avant d'être titularisé en 84, j'ai été titularisé à Batelière. À Batelière. Et c'est là que j'ai fait ma carrière d'enseignant, puisque j'ai fait comme ma Batelière pendant 17 ans. Et lorsqu'il y a eu des fermetures de postes, donc on a fermé le poste, on m'a dit que je m'envoyais à Cluny. Alors Batelière, Cluny à Liqueur, c'était à 2 pas. Et là j'étais en comptabilité, je me suis retrouvé à Cluny en logistique transport. Ouais, mais tu n'étais pas encore cadre, tu n'étais ni principal adjoint. J'étais prof, j'étais aussi prof, j'ai fait 2-3 ans de prof, où après je me suis retrouvé adjoint au chef d'établissement. Adjoint chef d'établissement où parfois c'est dur, mais les collègues ont très bien accepté. Alors je dis que j'ai une chance là aussi parce que les collègues m'ont beaucoup aidé dans ce parcours, parce que pendant que j'étais là, moi je débarquais dans une nouvelle profession, hein, mais j'ai eu des collègues qui ont cadré, qui m'ont aidé, qui se sont mis là en se disant que de toute manière que j'étais à la bonne place et que on pouvait travailler. On a fait un très bon travail pendant 2 ans avant que je puisse être je suis parti en métropole pendant 3 ans, 2 ans pour mon stage de titularisation. Et quand je suis revenu en Martinique, je me suis retrouvé à Basse-Pointe. C'est là qu'on s'est connus, justement. Voilà. Alors, justement, les principales principal adjoint, on a l'impression de voir que le principal adjoint bosse beaucoup plus sur le principal. Fais attention, ça va dire, là, maintenant tu peux parler. Tu ne peux pas faire travailler là, quoi. Non, il faut. Non. Alors, beaucoup de personnes. Il ne faut pas cacher dans la soupe, non plus. Beaucoup de personnes se trompent. On se trompe, c'est-à-dire que c'est le même. Alors, on a le même poste, hein, puisqu'on est chef d'établissement. Chef d'établissement aussi. Mais le principal, ou le proviseur, ils ont un rôle plus externe. C'est-à-dire qu'ils ont des relations avec la collectivité, avec le rectorat, etc. Et puis, le dernier rôle, et alors que l'adjoint, il est plus proche de la pédagogie, des enseignants. De l'équipe pédagogique, etc. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que l'adjoint travaille plus. C'est pas vrai. C'est-à-dire que les responsabilités d'un chef, c'est énorme. Parce que tout ce qui va se passer, même si l'adjoint fait c'est le chef qui va payer. Parce qu'en termes de responsabilité, il faut savoir qu'un chef d'établissement, il porte l'établissement. C'est lui le responsable.
Et donc, il est aussi responsable et devant, s'il y a un problème juridique, c'est lui le responsable. Alors, certains se disent, oui, mais je vois que l'adjoint fait beaucoup de choses, tout ça. Non, l'adjoint va faire des choses. C'est l'adjoint que tu vois, c'est lui qui est en contact avec les profs. Il est en contact. Monsieur Timon, votre classe est en bas de... Oh, non. Voilà, mais il ne faut pas croire qu'un chef ne travaille pas. Au contraire, il a une charge émotionnelle qui est très lourde. D'ailleurs, on ne se rend pas compte. Alors, parfois, je dis à des collègues, vous savez que plus votre chef va vous donner à faire des choses, plus vous serez prêt pour aller dans la fonction de chef par la suite. Mais oui, te prépare quoi. Voilà. Parce que si vous avez un chef qui prend tout, qui vous donne rien, quand vous arrivez en tant que chef, comme vous n'avez pas d'expérience, vous êtes mort. Ouais. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que l'adjoint puisse comprendre que plus il va faire des choses, plus c'est bon pour lui. Ouais. Et alors là, on va arriver dans une partie importante, donc etc., adjoint, Basquette, le lycée Victor Anicet, à Saint-Pierre. Là, tu vas dire qu'on monte en grade encore plus, tu as premier lycée professionnel de France, d'après moi. C'est quand même costaud, ça. Tu es en poste. Oui. Alors, racontez-nous ça bien. L'aventure Saint-Pierre, avant le lycée de Saint-Pierre, je suis arrivé à Dumas Jean-Joseph. C'était le lycée technique. Et il y avait un grand cafouillage entre le lycée Gaillard et le LP, puisque alors... Avec M. Ponama, qui était le proviseur d'un temps, on s'est mis il fallait changer le lycée de nom. Donc on avait proposé que ce soit Joseph Gaillard. Dumas Jean-Joseph. Dumas Jean-Joseph, ouais. Et là, ça a donné à ce lycée un autre élan, puisque à ce moment, les gens voyaient le lycée technique, le lycée professionnel autrement, puisqu'il y avait un certain nom, et puis ils avaient les petits hommes en verre qu'ils appelaient. Et un jour, il y a le directeur de cabinet du recteur qui m'appelle pour me dire, bon voilà, qu'il y a eu un problème à Saint-Pierre, le proviseur est malade, et est-ce que je peux seconder le proviseur pendant... J'ai dit bon, et c'était un dimanche. Je dis oui, mais j'ai mes missions à Dumas. Il m'a dit bon, de voir avec le proviseur, mais d'aller. Alors pendant une semaine, j'allais à Saint-Pierre le matin et j'allais l'après-midi. Tu faisais les deux, tu gardais les deux casquettes. Je voulais quand même terminer mes dossiers que j'avais à Dumas pour ne pas laisser le collègue tout en plan. Et après les vacances de Toussaint, là je me suis retrouvé véritablement proviseur à Saint-Pierre. Ouais. Alors, le lycée de Saint-Pierre, c'est une histoire très particulière puisque c'était un lycée où le président de la région de l'État, M. Le Chimie, avait décidé de faire un lycée du numérique et des arts appliqués. Il y avait une centaine d'élèves. C'était une centaine d'élèves, donc tout le monde se disait, bon, petit lycée, machin. Et puis, quand je suis arrivé, je me suis retrouvé avec une gestionnaire, Madame Renette, qui était très venante. Il y avait aussi M. Salvon, le chef du travail, ce temps. Ouais. Et on a travaillé pour suivre un peu faire un parcours de ce lycée. D'excellence, quoi. D'excellence. Voilà. Mais en premier lieu, je constatais que, premièrement, ce lycée, les enfants de Saint-Pierre ne voulaient pas venir. Ensuite, je suis dans mon lycée, on m'appelle pour me dire que est-ce que c'est la distillerie Saint-James. Donc, il y avait un amalgame. Non, ouais. Alors, je suis allé, j'ai vu les équipes, j'ai dit, vous savez qu'il y a deux choses. Il faut changer le nom du lycée. Et puis, le troisième élément, c'est que lorsqu'on demandait pour le lycée de Saint-Pierre, on vous disait, il y a un tête-monde là. Oui, c'était le monde Saint-James, à l'époque. Parce que le lycée s'appelait le lycée Saint-James, route de Font-Saint-Denis, 97 250 Saint-Pierre. Je suis allé voir le maire, et puis je leur ai dit, bon voilà, qu'il y a un problème dans le lycée. Ils me disent quoi? J'ai dit, le lycée se situe où? Ils me disent, ouais, mais j'ai dit, est-ce qu'il est à Saint-Pierre? Sur le territoire de Saint-Pierre. Ouais. Est-ce qu'il est à Saint-Pierre? Est-ce qu'il est à Font-Saint-Denis? Est-ce qu'il est à... Ils me disent... Alors, il me dit, mais ça fait 40 ans que je suis là, je n'ai jamais fait attention. Il me dit, oui, mais le lycée, il est à Saint-Pierre. Pourquoi vous le mettez à Font-Saint-Denis? Quand vous mettez route de Font-Saint-Denis, les gens vont à plus Saint-Denis qu'à Saint-Pierre. Donc, j'ai fait un courrier au maire pour lui proposer de changer l'adresse du lycée. L'adresse du lycée, oui. Donc, on a mis carrément, donc avant de changer le nom, on a changé l'adresse, on a mis carrément quartier Saint-James, 97 250 Saint-Pierre. Donc, on l'a recentré à Saint-Pierre. Voilà. Et après,
avec les enseignants, nous avons décidé maintenant de chercher un nom au lycée. Donc, on a eu plusieurs noms. On a eu Lafcadio et on en avait deux. Et puis, mais ce qui ressortait, c'était Victor Nissé. Un local, un gars qui est talentueux, qui est gentil. Pour ne pas avoir de problème avec des gens, j'ai dit, bon voilà, on fait un vote. On fait un vote, on a fait voter les élèves, on a fait voter le personnel, on a fait voter les parents. Parce qu'eux aussi, ils sont là-dedans. Ah ouais. Alors, Victor Nissé sortait avec 64% des voix. Donc, j'ai envoyé, c'était M. Marie-Jeanne qui était l'envoyé, et les gens me disent que, est-ce que vous pensez qu'on va donner le nom du lycée à un plasticien, un gars qui est vivant, c'est parce qu'il va faire tout. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que c'est un nègre, c'est majeur. C'est incroyable ça. Ce que tu es en train de nous dire là, c'est... Alors on a attendu, pendant un moment, on n'a pas de nom, et puis un jour, lors de match, j'ai vu M. Marie-Jeanne, je lui ai dit, écoutez, M. Marie-Jeanne, il y a un problème. Il m'a dit quoi? J'ai dit, mais ça fait un moment, j'ai envoyé un courrier pour... Il m'a dit, mais il m'a répondu ça. J'ai dit, mais je n'ai rien reçu. Il m'a dit, mais non, il a appelé son directeur de cabinet, comment nous ne pouvons pas répondre à ces messieurs-là. Et c'est de là que le lendemain, je reçois le courrier, que acceptation, tout ça, que bien ici, et puis on a donné le nom Victor Nissé au lycée. Et je peux vous dire que ce lycée était plus connu aux États-Unis que partout dans le monde. Mais c'est sûr que justement, c'est là que je voulais... on va terminer sur ça, on est dans la dernière minute. Un lycée qui est reconnu à l'international. Qui a Saint-Pierre, Antiba et Modeste, quand tu racontes l'histoire. On m'a dit, mais non, c'est pas possible. Mon Dieu, mettez la main en l'eau, c'est pas moi. Et quand on a... Mais Victor Nissé, lui-même, militaire et tout, raconte plus très simple. Et Victor Nissé, il vient régulièrement au lycée. Hein. Maintenant, il vient régulièrement, le parent, mais il vient aider les élèves parce qu'il travaille avec eux. Les élèves viennent chez eux, ils font des trucs. Parce qu'il faut dire que c'est un plasticien, les élèves en ont besoin dans le lycée. Et nous sommes passés d'un lycée de 100, et bien l'année dernière, on était à 500. Mesdames et messieurs, c'est pas M. Vagamanti normalement. Vous voyez la dimension, l'ascension d'un truc. Moi, je l'ai fait sur Pierre-Houtin, je me suis dit non. Et je pense que la ville de Saint-Pierre doit beaucoup à Victor, te doit également beaucoup. Pour avoir changé les choses, quoi. Non, on a changé les choses, mais je pense aussi il y a une reconnaissance au niveau martiniquais. Parce que là, nous avons les élèves de toute la Martinique. Nous avons des enfants qui viennent de toute la Martinique. Gaudi Sainte-Anne-Montée. Oui, mais nous avons aussi des élèves qui viennent de la Guadeloupe. Mais moi, j'avais pas. Donc, on a des Guyanais aussi qui viennent chez nous. On a des Guadeloupéens, des Guyanais, des Martiniquais, puisqu'on a un DNMAD unique dans la Caraïbe. Donc, ils viennent. Mais moi, j'avais jamais pensé que nous aurions, puisque maintenant, nous avons ce qu'on appelle un parcours sup. Le parcours sup, c'est national. Donc, un étudiant, il peut demander à aller en métropole, à Bordeaux, machin. Et nous avons aussi des étudiants qui sortent de Bordeaux, de machin, qui viennent chez nous. Donc, on a aussi des métropolitains qui viennent au lycée de Saint-Pierre. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu dépassé parce que je n'avais pas pensé que des petits métropolitains qui sont se retrouveraient là. Donc, parfois, on a une dizaine d'étudiants qui viennent chez nous, qui sont là. Et c'est pour ça que je dis que ce lycée, il est dans la ville d'art et d'histoire, mais il a sa place dans cette ville. Ouais. En tout cas, Daniel Nizas, on a passé un bon moment. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il y a des gens en Martinique qui font des choses. Vous voyez comment il est simple, il est tout gentil, là, il est tout. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas besoin de gonflettes, de médailles, etc. En tout cas, ton message à nos amis martiniquais qui t'ont regardé sur Zouk TV. Non, je dis qu'il faut croire. Moi, je dis qu'aujourd'hui, qu'il faut croire en nous. Il faut croire en ce qu'on fait, surtout. Et il faut croire en notre jeunesse. Parce qu'on a des jeunes talentueux en Martinique, mais qu'on ne reconnaît pas assez. Et moi, je dis que très souvent, les jeunes font beaucoup de choses. On se focalise sur ceux qui ont tué quelqu'un dans la rue, mais on ne voit pas ce qu'ils font. Parce que sur 10 gamins, je suis persuadé que nous avons 9 qui font de belles choses et puis 1 qui va faire une mauvaise chose. On va se focaliser sur stigmatiser celui qui a fait la mauvaise chose, mais on ne va pas se dire que le petit Martiniquais peut arriver. Mesdames et messieurs, on a passé un grand moment avec lui. J'y tenais d'ailleurs. Daniel Nizas sur le parcours de vie. À très bientôt sur Zouk TV.